Vous écoutez De l'E6 plus Cool, et voici Format court, un enregistrement de courte durée à l'instar du podcast états-unien Comic Strip Actual Play de la communauté The Gauntlet. Le jeu pratiqué est Monster of the Week de Michael Sands, dans sa deuxième édition révisée par Steve Hickey. Comme son nom l'indique, ce jeu émule la recette télévisuelle du monstre de la semaine. Bonjour, je suis Cassandre et j'incarnerai Sarah Morningstar, l'élu. Je suis Volsung et j'incarnerai le gardien. Dis-moi Sarah, que s'est-il passé dans l'épisode précédent ? Dans l'épisode précédent, alors que je m'apprêtais à embrasser Hazel et à subir un funeste destin, je m'étais rendu compte de l'endroit dans lequel je me trouvais. Un lieu désaffecté et face à une créature à l'air un peu zombiesque au premier abord. J'avais tenté de m'enfuir, je n'avais pas réussi. Au bout de plusieurs essais et d'une phase de combat alternant entre le rêve fantasmé et la réalité, j'avais enfin réussi à sortir mon paré de mon arme d'élu et j'étais en plein combat face à une espèce de chose avec un corps de serpent pour la partie basse, un buste féminin et une tête digne du pire mort-vivant possible, avec des cheveux flottants dans l'air, qui n'avait pas d'yeux. Et ça, c'était un point très important parce que j'avais réussi à débloquer en fait les souvenirs de mes ancêtres et j'avais pu me rendre compte que Annecy Morningstar, mon arrière, je ne sais pas combienième grand-mère, savait que les yeux étaient le point faible de la créature. Et même la source de son pouvoir. Et je m'apprêtais donc à essayer de les trouver pour la détruire. Bien Sarah, tu viens de te défaire in extremis de l'étau dans lequel la créature t'entravait. Tu aspires une goulée d'air salvatrice, ton arme d'élu serrée dans le poing. La chose pousse un feulement rageux. Elle va à nouveau tenter de t'ôter ta précieuse vie. Mais tu ne vas pas la laisser faire, n'est-ce pas ? Bien sûr que non. Que fais-tu ? Je me relève et cette fois-ci, étant donné que je sais qu'il faut absolument que je trouve ses yeux si je veux espérer la battre, je vais me dégager, mettre de la distance en fait entre elle et moi, essayer d'aller dans les pièces à côté pour chercher ces fameux globes oculaires. Ok, tu souhaites donc rompre l'engagement. Et pour cela, tu dois agir invariablement sous la pression. Ce fameux move fourre-tout qui s'invite tout le temps. Et donc tu vas lancer de l'E6 plus Cool. Tu es toujours sous l'emprise du glyphe illusoire de la créature et de cet amour déraisonné qui t'impose. Mais pour ce qui est de lui échapper, le moins 1 ne s'applique pas, car tu ne tentes pas de lui faire du tort pour l'instant. Donc tu peux lancer avec ta valeur de coup habituelle, qui est de 2. N'est-ce pas ? Et c'est un 13, on commence très très bien cette partie. Tu progresses, j'ai même pas senti une once de regret dans ta voix à l'idée de rapprocher un nouveau point d'XP. Dis-moi comment ça se passe, comment à l'instant où la créature se jette sur toi et que ses griffes fouettent l'air, elle t'aurait sans doute sectionné en deux, sans aucun doute. Comment est-ce que tu esquives lestement et que tu atterris là où tu désires l'être ? Fais-moi rêver. Le couloir étant assez étroit, ce que je fais c'est qu'au moment où elle se jette sur moi, par contre il y a une hauteur de plafond, et en fait je vais lui sauter dessus. Je passe sur son dos et je fais une roulade pour atterrir derrière elle, et de là j'en profite étant donné que j'ai accès au couloir et à plusieurs pièces de la maison pour partir, on va dire dans la première pièce sur ma gauche. Tu sais, on peut même décrire que sous la pression de ton pied, la chose s'affale sur le sol dans un craquement qui cesse d'achever le parquet. Et du coup, je me relève prestement et je vais dans la première salle sur ma gauche. Cette salle est vétuste et dépourvue de toute fonction. Les rares meubles en présence sont couverts d'un drap. Ça aurait pu être une chambre à coucher, sans doute, une autre. Et que fais-tu maintenant alors que tu entends la désapprobation manifeste de la créature, non loin de là ? Ah, mais si elle désapprouve, c'est peut-être que je viens d'aller dans une pièce qui ne lui plaît pas. On a dit que c'était vétuste. Est-ce que je vois des endroits où il y aurait pu y avoir, par exemple, de la poussière qui aurait été retournée, qui pourrait être un signe comme quoi il y a eu du passage à cet endroit-là ? En gros, tu cherches la latte de parquet en surbrillance, celle avec laquelle on peut interagir. Ouais, c'est ça. Tu vas analyser une situation difficile. Ah. Et tu n'aimeras sans doute pas la réponse. Ouais, il va rien y avoir, quoi. Alors, c'est un 7. Et du coup, sur un 7-9, je peux poser une question au gardien parmi la liste suivante. Quel est ton choix ? Ouais, mais du coup, il n'y a pas où sont planqués les yeux. L'avantage des questions telles que quel est ma meilleure échappatoire ou quelle est ma meilleure approche, c'est qu'elles peuvent coller à pas mal de situations. Et quelle est ma meilleure approche pour trouver les yeux de la créature est une question cohérente. Eh bien, cher gardien, dis-moi quelle est ma meilleure approche. Le sang bat à tes tempes, tu scrutes la salle avec intensité, tous tes sens en alerte, et une pensée parasite te traverse l'esprit, un souvenir du fond des âges. Annecy, un genou à terre, elle a été rouée de coups, elle est brisée, son arme d'élu toujours en main. La créature la surplombe, avec ce rectus qui t'est ô combien familier. Elle finit par jeter un regard en arrière, et elle se jette dans un torrent qui se trouve en contrebas. Tu bats les paupières, et en plein milieu de la pièce, agenouillé,
ruisselante d'eau et de sang mêlé, il y a Anisi, tête basse, qui laisse échapper un murmure. Nous n'étions pas prêts. Elle était bien plus forte que nous le pensions. Si ses yeux sont sa faiblesse, ils sont aussi sa force. Et elle peut puiser en son pouvoir à des milliers de lieues de distance. Tu bats à nouveau des paupières, Anisi a disparu. Derrière, les craquements du parquet se rapprochent. Hazel est sur tes traces. Et merde. Ha ha ha. Si je vais répondre en méta, quelle est ta meilleure approche pour retrouver les yeux? Force est de constater qu'il n'y a aucune chance qu'elle les ait amenés en doggy bag sous son bras avant de te tendre ce piège. Sache qu'on aurait tout aussi bien pu lancer un enquêter sur un mystère et tu m'aurais sans doute demandé qu'est-ce qui n'est pas ce qui paraît être ici, et ça aurait été totalement recevable. Je n'ai pas cherché plus loin puisque de toute manière ça reste un badge sharp. J'ai le cœur serré d'émotion d'apercevoir mon ancêtre dans cette posture vaincue. Et je l'ai aussi, j'ai un peu la rage, je veux dire, parce que j'espérais que la créature ait été obligée d'apporter ses yeux, mais si ça peut être à des kilomètres de distance, je peux toujours espérer, quoi. Et j'entends qu'elle se rapproche. Je sais que j'ai du mal, en fait, à la combattre parce que je suis encore trop perturbée de la vision d'Azel, de toutes les émotions qu'elle a réussi à me susciter. Et je jette un regard sur ma gauche, en direction d'une fenêtre, et je me dis que c'est peut-être encore ce que j'ai de mieux à faire pour l'instant. M'enfuir, reporter ce combat. Est-ce qu'un juron s'échappe de tes lèvres pulpeuses? Un jour ne s'échappe pas, mais je me pince les lèvres, et intérieurement, effectivement, je me dis merde. Mais je ne vais pas le dire, à haute voix. Je ne donnerai pas cette satisfaction à la créature. Ok. Du coup, que fais-tu? Je vais attraper une table de chevet, vieux truc un peu poussiéreux, à 3 pieds, avec les toiles d'araignée, et je vais la balancer dans la fenêtre pour la briser. Je me suis demandé si tu allais la balancer en pleine poire de la créature, car naturellement elle est là. Ah, elle est là. Une vision colossale qui se dresse sur sa queue dans l'encadrement de la porte, immense, mortelle, avec une sorte de rire qui évoquerait ce son de crécelle du serpent à sonnette. Oui, désolé chérie, ça va un peu trop vite entre nous. Je crois qu'il faut qu'on prenne un peu de distance. Et je balance mon tabouret dans la fenêtre. Je te propose de gérer tout cela sur un seul et unique jet, d'agir à nouveau sous la pression. Et nous verrons ce que son résultat implique. À nouveau jet de cool. Oui, et c'est un 10. C'est très très cool aujourd'hui. Oui, pourvu que ça dure. Qu'est-ce qui fait que tu vas t'échapper de ce piège mortel? Eh bien, le tabouret fait voler la fenêtre en éclats, et tellement fort qu'avec l'angle d'impact, en fait, il y a une des planches qui atterrit dans la figure de la créature. Coup de bol complet, c'était absolument pas calculé, et j'en profite pour m'enfuir, escalader la petite distance du mur jusqu'à la fenêtre, et on voit mes baskets disparaître par la fenêtre, tandis que la créature retire la planche de ses yeux, inexistants pour l'instant. Ce projectile salutaire t'a peut-être accordé la fraction de seconde nécessaire pour échapper à ses serres, effectivement. Que fais-tu maintenant alors que tu es à nouveau dans ce foutu jardin? Je me réceptionne avec une main à terre. La pose Marvel? Oui, exactement. En tout cas, c'est la fausse Morning Star, où tu vois du coup, tu sais, la personne la main à terre, la tête baissée, qui relève la tête, avec le regard qui croise la caméra, et je pars rapidement en direction de ma moto. La queue entre les jambes? Non, la Morning Star dans la main. Un rugissement à en glacer le sang se fait entendre. Sa proie lui échappe. Tu ne t'en tireras pas à si bon compte, aucun doute là-dessus. C'est presque ce que tu sembles comprendre dans ce rugissement. J'ai quand même les tripes qui se tordent un peu en entendant ce rugissement. Parce qu'effectivement, je sais que ça va pas s'arrêter là. Elle m'a déjà eu une première fois. Elle va clairement pas en rester là. Je sais pas si elle va s'en prendre à moi, si elle risque d'aller s'en prendre à mes proches en essayant de me retrouver. Et du coup, c'est avec cette inquiétude que je repars sur ma moto, mais je sais que c'est un combat que je ne peux pas gagner tout de suite. Surtout que tu ne sais pas vraiment comment elle s'est pris pour apprendre ton existence et t'hameçonner de la sorte. Que de mystère, Morningstar, que de mystère. C'est un mystère qui m'occupe la tête tandis que je fais tourner le poignet en faisant rugir le moteur de la moto et que dans un nuage de petites pollutions qui sortent du pot d'échappement, je commence à rouler en direction et le plus loin possible de cet endroit, dans un premier temps. Les vertus de l'adrénaline s'estompent. Elle t'a pas raté, la saleté. Tu sens encore la morsure de ses coups. Et du coup, Sarah, quelle est ton intention maintenant? La chose ne te course pas naturellement, pas en pleine lumière. Eh bien, en fait, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que j'aurais besoin de l'aide de Joshua. Parce que maintenant, j'ai vu la créature, je sais à quoi elle ressemble, et j'ai aucune idée de quoi faire, et c'est mon meilleur allié, en fait, avec ses connaissances encyclopédiques pour savoir comment m'y prendre. Toutefois, comme j'ai rendez-vous avec Becca, que j'ai déjà laissé sur le carreau, qui je sais pas l'heure qu'il est parce que je prends absolument pas le temps de vérifier, doit sans doute être en train de paniquer du fait que je ne suis pas à notre rendez-vous,
Mais écoute, je pense que ce que je vais faire, c'est limite que j'aille chez Joshua, que j'envoie un texto à Becca en arrivant et que je lui dise changement de plan, est-ce que tu peux me rejoindre à la librairie Non, c'est pas une librairie en fait, c'est une boutique d'antiquité. Et puis je donne le nom et l'adresse de la boutique de Joshua, dès que possible. Ok. Histoire qu'elle soit. Enfin, de briefer tout le monde sur le fait qu'il y a une très grosse saleté qui traîne dans la ville et qu'il faut qu'ils soient tous prudents. Tu vas tomber le masque, tu vas bel et bien la faire entrer dans ce cercle que sont les chasseurs de monstres. Un peu égoïstement. N'est-ce pas un peu dangereux de mêler l'innocente à tout cela, Sarah? Ça l'est. Toutefois, avant même que je lui en parle, elle avait déjà été la proie de Tony le vampire. Là maintenant, je ne sais pas comment la créature moi m'a trouvé, mais si elle m'a trouvé et qu'elle veut avoir un moyen de pression sur moi pour me retrouver, vu qu'elle doit peut-être se douter que je risque de ne pas retomber dans son piège, elle va peut-être essayer de s'en prendre à mes proches. Donc autant que je la mette au courant, vu que le masque est déjà à moitié tombé avec Becca. Alors là, je pense que du coup, la caméra passe de la vision de moi sur ma moto m'éloignant du quartier à tout de suite un plan où je rentre en poussant la porte dans un petit digne de sonnette de la boutique d'antiquité de Joshua. C'est la première fois qu'on découvre le fief, le repère, que dis-je, de Joshua Desmond. À quoi ça ressemble? C'est une petite boutique, enfin petite, pas forcément, mais elle a l'air petite parce qu'elle est extrêmement remplie. C'est-à-dire que les murs sont recouverts soit de bibliothèques ou d'étagères qui contiennent une tonne de petites statuettes, de bibelots étranges ou de livres, pour ce qui est de la bibliothèque. Il y a quelques tables sur lesquelles s'étalent un grand nombre d'anciennes décorations, de bijoux, de choses dont on ne sait pas vraiment à quoi ça peut bien servir à notre époque. Les murs sont en bois. On voit bien les lattes apparentes du parquet ainsi que la qualité de la menuiserie qui compose l'endroit. C'est une chose assez rare dans cette ville, mais Joshua avait tenu à donner cet aspect un peu ancien qu'il affectionne. Vintage. Voilà, des meubles assez vintage en fait, qu'on ne trouve plus vraiment à notre époque dans les grands magasins américains. Il y a donc une petite sonnette à l'ancienne qui émet son petit carillon alors que je pousse la porte qui se referme dans le classique schtack derrière moi. Joshua a quand même aménagé pas mal l'endroit pour pouvoir se déplacer librement sur son fier bolide, ce destrier qu'il ne quitte hélas jamais depuis un moment tragique. Il devait être dans l'arrière-boutique à compulser des ouvrages à ne pas laisser entre toutes les mains. En tout cas, le voici sur son fauteuil roulant. Il a le regard fatigué. Ses mêmes yeux ont sans doute vu défiler bien des lignes. Je pense qu'il va assez rapidement remarquer l'état de tension dans lequel je suis, alors que je m'approche de son comptoir à grands pas. Je t'attendais pas, y a du neuf? Je pose les deux mains sur le comptoir, je lui jette un regard profond, et je lui dis y a pas que du neuf, j'ai vu la chose. Stupeur et léger sourire en coin. Une fois de plus, t'as à nouveau cette impression que Joshua est tellement fasciné par le surnaturel qu'il en oublie le danger qu'elle représente. Pour le coup, alors que d'habitude, quand je le vois passionné comme ça aurait tendance à moi aussi me donner le sourire, là, vu l'urgence de la situation, je garde un air vraiment sévère. Et je vais lui dire bon sang Joshua, mais il n'y a pas de quoi se réjouir. C'est une espèce de saloperie, ça ressemble à une femme serpent. Pendant que je dis ça, en fait, j'ai des mouvements assez importants de la main au niveau de mon front que je masse régulièrement. Une espèce de femme serpent mort-vivante, sans yeux. Et c'est ses yeux sa seule faiblesse. Mais ils peuvent être n'importe où dans la ville, n'importe où à Providence. Tu te rends compte de la taille, du nombre de maisons, du nombre d'endroits où ça pourrait être. Et pendant que je fais ça, en fait, j'ai un mouvement de recul. Je me mets à faire quelques pas sur place. Pendant que moi-même, en fait, je suis en train d'imaginer tout ça et de me dire que jamais j'arriverai à les retrouver. Je vais prendre la page que tu me tends et je pense que si tu te masses autant les tempes alors que tu cries ton désespoir, c'est parce que tu as encore des flashs d'Azel, son odeur entêtante que tu as l'impression de porter encore sur toi, et le flot d'hormones contre nature qui accompagne cette pensée. Et naturellement, je vais avoir des larmes en fait qui vont commencer à couler parce que c'est beaucoup d'émotions d'un coup. Et Waouh. Joshua, il est pas au courant de tout ce que je viens de vivre. J'en ai tellement raconté, j'en ai tellement gros sur le cœur que nerveusement, quelques larmes du coup roulent sur ma joue. Le public va adorer, j'en suis sûr. Le sourire de Joshua s'est effacé en un instant. La honte l'a rattrapé aussitôt devant ta détresse. Alors que tu as la tête baissée, on entend le grincement de son fauteuil roulant et il a fini par poser la main sur la tienne. Je suis désolé Sarah, je ne suis qu'un imbécile. Je déglutis et je secoue un peu la tête pour montrer que j'accepte ses excuses et je renifle. J'essuie du revers de la main la larme qui commençait à rouler du coup à présent sur mon cou. Devant une telle scène drama, il faut que j'en rajoute.
Nouveau carillon, Becca vient de passer la porte de la boutique. Et elle te découvre vulnérable. Ça doit être assez rare, non, comme spectacle. Effectivement, je crois que Becca m'a jamais vu pleurer. Donc là, je porte pas à chaudes larmes, mais même ça, je crois que ça n'a jamais eu lieu. Avec le dos voûté, un peu penché en avant, l'air perdu à ce point, ça doit être une première. La naïade se fige le temps d'un instant d'hésitation, avec une réelle compassion totale et entière dans le regard, et elle se précipite pour te prendre dans ses bras. Sarah, qu'est-ce qui s'est passé? J'accueille son étreinte de manière très naturelle, sans me poser aucune question, parce que j'ai vraiment besoin d'un câlin. Et le fait d'avoir quelqu'un qui ait ce geste envers moi, en fait, me refait venir les larmes aux yeux. Là, je commence à avoir les joues un peu rouges et un peu plus reniflées. Et je lui dis, c'est une très longue histoire. Je suis désolée de t'avoir fait venir jusqu'ici. Dis-moi Sarah, tu m'avais pas dit que Becca était carrément ton type. Si. Ainsi, alors que votre étreinte se relâche, tu as à nouveau cette pensée parasite qui est presque douloureuse, avec Hazel qui se superpose au visage de Becca. Le poison, l'infection est toujours là. Je détourne le regard parce que ça me gêne. Et du coup, je te propose de faire une petite ellipse pour tout le moment où je vais raconter en fait l'explication à Becca comme quoi le surnaturel existe, que je traque des monstres et que là, je reviens tout juste du fait d'avoir été embusqué par l'un d'eux. Ok, je ne peux qu'accepter ce genre d'initiative, puisqu'après tout, nous singeons une série télé, et qu'en général, on va pas s'amuser à ressasser des événements que le public a déjà vus. Joshua et Becca t'ont écouté avec un silence religieux, leur regard empli de sollicitude et guettant la moindre défaillance pour te couvrir à leur façon d'attention et de soutien. Joshua finit par rompre le silence. Tu as été victime du même envoûtement que Fernando, mais au moins tu as réussi à y survivre. Il faudrait comprendre comment elle a pu te faire basculer sous son emprise. Comment est-ce qu'elle fait pour te tenir ainsi en laisse. Il déclare ça d'une façon assez empoulée en se massant la mâchoire, alors que Becca ne sait pas où se mettre, elle se sent impuissante, elle simple mortelle. Reprenons un peu de hauteur alors que ce trio hétéroclite s'interroge autour de cette menace. Ils n'ont pas la chance d'être des personnages joueurs. La suite de l'enquête est entre tes mains. Que ce soit Blake ou sa clique, et Joshua, cet expert à mi-temps, ils ne seront jamais aussi efficaces qu'un réel joueur, à moins que tu achètes un move de type mentor ou autre pour justifier de leur expertise. Donc c'est à toi de donner l'impulsion. Que vas-tu faire, Sarah ? Soit j'échoue sur 3 choses histoire de me pexer et de pouvoir transformer Joshua en mentor, soit je considère qu'effectivement l'enquête est entre mes mains, littéralement, parce que ce qui me vient à l'esprit, c'est de sortir mon téléphone et de leur dire tout a commencé par un coup de fil en fait avec sa photo. Peut-être qu'il y a quelque chose à savoir là-dedans. Et donc j'essaye de rafficher en fait le MMS avec la photo d'Azel, en appréhendant un peu le moment où l'image se mettra sur l'écran. Un bon réflexe. Il y a une réelle appréhension qui apparaît sur le visage de Joshua et Becca, en se demandant si ce n'est pas quelque part une bombe à retardement que tu viens de brandir. Mais quand tu regardes l'échange écrit que tu as avec Hazel, c'est juste une bouillie de caractères incompréhensibles. Mes sourcils se froncent, ça m'énerve un peu parce que je comprends absolument pas. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et je leur montre le téléphone pour m'assurer qu'ils voient bien la même chose que moi, savoir... Est-ce que tu peux me faire un jet d'enquêter sur un mystère, s'il te plaît ? Mais tout à fait. Et c'est un 7, c'est tout naze. J'aurais bien préféré faire un 6, histoire de pexer, tu vois, ou un bon 10. Mais Tu commences vraiment à m'inquiéter, je pense qu'il te faut une thérapie. Sur un 7-9, tu peux poser une question au gardien parmi la liste suivante. Bah oui, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi est-ce que moi j'ai vu une image alors qu'il y a que de la merde? Alors, pour commencer, je dirais que la créature a visiblement effacé toute trace de son passage, ce qui est lourd de sens. Le verre s'est glissé dans la pomme par l'intermédiaire du téléphone, et elle a réussi à effacer toute trace de son passage. Elle, créature antique, sur cet outil moderne, cet ersatz de science brute. D'accord, donc soit on a une méduse zombie aqueuse, soit elle a un pote. Tu viens de déclarer ça à Joshua? Oui, mais en mode je ne crois à aucune des deux hypothèses. Je suis dépitée. Joshua s'est saisi de ton téléphone entre le pouce et l'index, avec une répulsion manifeste. Et il manque de pousser un petit cri de souris effrayé alors que le téléphone sonne subitement. Du coup, je pense qu'il s'apprête à le lâcher en fait, et avec mes réflexes. Oui. Je tends la main en dessous pour l'attraper. Qu'est-ce qui fait que ça sonne? Qui m'appelle? C'est un texto de Tante Reeves qui déclare « J'ai eu un coup de fil de Madame Cuddington, tu as manqué les cours, et une épreuve qui plus est. Que se passe-t-il ?» Point d'interrogation. Hashtag c'est la merde. Exactement. Ça devrait être tellement quelconque au vu des enjeux, tapis dans l'ombre. Bah oui, mais bon, enfin, c'est ma tante quoi.
Je lis le truc à haute voix. Je jette un regard à Becca un peu désespéré en mode tu te rends compte à quel point la vie est difficile. Et je déclare bon, je répondrai à ça plus tard. On a plus urgent. Sarah, ôte-moi des doutes. Qu'est-ce qui prouve que cette chose n'a pas accès à ton téléphone alors qu'il est? C'est Oui. Becca qui articule cela. Et là en fait mon visage se décompose. En fait je commence à m'agiter, à commencer à faire quelques pas en direction de la sortie, puis à revenir. Visiblement, je sais pas quoi faire. Je dis mais faudrait que j'y aille, faudrait que je puisse veiller sur elle. Mais en même temps, si je vais veiller sur elle, on trouvera pas la créature et le danger reste. Et elle pourrait s'en prendre à vous aussi. Et je commence à faire un peu les 100 pas. Et du coup, je te demanderais bien ce que je peux faire dans cette situation difficile. Tu es en train de me demander quelle décision tu dois prendre, Sarah? Un appel du pied d'analyse de cette situation difficile. Pour connaître ma meilleure approche. Plus exactement. J'ai envie de dire, si tu ne stoppes pas cette chose, qui le pourra? Mais oui. Je peux pas du tout mettre ma tante au courant, a priori. Cette affaire doit rester secrète. J'en sais rien. Pourquoi est-ce que Tante Reeves ne pourrait pas être au courant de la chose? Parce que j'ai essayé de garder ça secret depuis toujours et que Tu veux la protéger, d'accord. elle apprécierait pas du tout que je me mette en danger. Je pense qu'elle s'inquiéterait Ce serait- beaucoup et peut-être qu'elle irait prendre des risques si elle était au courant de qui je suis vraiment et de ma situation pour essayer de se dire qu'elle doit être là pour me protéger et en fait se mettre en danger, ce qui serait encore plus embêtant que si elle n'est pas au courant et que juste elle s'inquiète pour mes notes. J'ai hâte d'assister à une telle scène. Bon bah fais-moi ton jet d'analyser une situation vachement globale et vachement difficile, s'il te plaît. Après tout, je n'ai pas forcément la science infuse, mais l'avantage c'est que si tu suis mes conseils, aussi naze soit-il, tu auras quand même droit à un +1. Et ça ne se refuse pas. Eh bien écoute, j'ai encore fait 7, visiblement le compteur est bloqué sur 7 pour les jets de Sharp aujourd'hui. Sur un set-off, tu peux poser une question au gardien, ça fait un bout de temps qu'on commence à lire le move à l'antenne. Tout Quelle à est fait. cette question? Dis-moi donc du coup, quel est le meilleur moyen de protéger les victimes? Je dirais, tu n'en sais pas encore assez. Il faut enquêter. Définitivement, il faut réussir à trouver un angle d'approche. Certes, tes proches restent une cible facile. Elle va sans doute s'en donner à cœur joie pour renverser tes priorités. Mais si tu réussis sans doute à trouver où se trouvent ses fichus yeux, et ainsi la source de son pouvoir et le moyen d'en finir définitivement avec elle, tous ses sens seront portés sur toi. Elle laissera peut-être enfin tes proches tranquilles. Au pire, n'oublie pas qu'on s'est amusé à créer le move de s'appuyer sur un allié. C'est un move à l'efficacité relative, mais c'est la seule solution qu'on a trouvée pour justifier le fait que tu joues seul dans un jeu qui initialement fonctionne en groupe. Eh bien écoute, en fait du coup j'ai 3 options, mais celle que je vais privilégier là, ça va être d'essayer de faire appel à la magie pour localiser les yeux. Il est évident que c'est la meilleure chose à faire. Quelles sont les autres possibilités que tu as en tête? Lancer Joshua sur une investigation, parce que maintenant on en sait quand même beaucoup sur la créature, pour trouver quelque chose dessus qui puisse du coup être un indice sur où est-ce qu'elle pourrait habiter et stocker ses précieux globes oculaires. Ensuite, Et l'autre idée que j'avais, c'est étant donné en fait qu'elle m'a eu sur mon téléphone, donc elle avait mon numéro, et que juste avant je venais d'appeler la coloc de Fernando Vargas, comme de par hasard, qui est aussi l'autre victime, je me dis que Catherine Silva doit pas être étrangère à toute cette affaire, ou du moins qu'il doit y avoir quelque chose chez elle, sa ligne doit être écoutée, et donc j'aurais pu envisager de me rendre là-bas. ce sont des pistes solides. De toute manière, quelle que soit la direction que tu prends, il se passera quelque chose. C'est la beauté de ce jeu. Donc que fais-tu, Sarah? Réellement? Je déguille à la dernière réplique de Becca, je me frotte le front et je pousse un soupir en commençant à retirer l'amulette de mon cou. Et je lance un regard en direction de Joshua et je lui dis tu vas pouvoir enfin assister à quand je le fais. Et je jette aussi un petit coup d'œil de côté en direction de Becca, me doutant qu'elle doit être un petit peu avoir plein de questions sur ce que je m'apprête à faire. Hein. Joshua a aussitôt compris ce à quoi tu faisais allusion, et hélas, il n'a pas pu s'en empêcher, malgré tout le contrôle dont il espère faire preuve. Il est heureux comme un enfant à Noël. Alors, sachant que je suis ton conseil, ça veut dire que j'ai un +1, Bien sûr. ce qui veut dire que je ne lance pas un -1. Ha ha ha. J'ai toute confiance en ta capacité à te botcher sur un jet à 0. C'est un 10 Chapeau, tu ne comptais pas pexer ce soir. Je suis bluffé. Sur 10+, la magie fonctionne sans problème, tu choisis ton effet. Quel est-il? Mon effet, ça va être observer un autre lieu. Tu sais pas vraiment où c'est, mais bon, ça rentre dans la case faire une chose qui est au-delà des limitations humaines. Histoire juste de corser un peu la chose, en tant que gardien, j'ai le droit de nommer quelques prérequis. Je dirais que le sortilège sera éprouvant, qu'il va te demander un certain temps pour se réaliser. C'est pas grave, de toute manière, ça ne te fera que mousser auprès de Joshua et Becca, qui sont déjà totalement acquis à ton adoration éternelle. Je leur dis que ça va être un peu long, je pense, parce que comme je sais pas où c'est, il va falloir que j'aille en forme astrale, en fait, essayer de trouver sa trace.
L'avantage, c'est que tu as une victime sous l'emprise de cette chose toute désignée en ta propre personne. Ouais. En fait, pour faire ça, le sortilège nécessite, en plus de la concentration de base, un catalyseur sous la forme d'un pentagramme magique tracé au sol. Et ce pentagramme doit être réalisé avec quelque chose d'approprié en fonction de ce qu'on souhaite faire. Là, malheureusement, j'ai un peu peur que Becca prenne peur quand je vais le faire, mais je vais devoir m'entailler un peu au niveau de la paume de la main pour récupérer du sang et tracer ce fameux pentagramme avec ça, étant donné que mon sang étant magique, et en plus étant une victime liée à la créature, il est sans doute ce qui est le plus indiqué avec le meilleure chance de réussite pour que je puisse aller trouver ce que je vais rechercher en forme astrale. Je m'empare donc d'une dague que Joshua me tend, je suppose, il doit avoir ça dans sa boutique. Joshua est assez expert pour anticiper tes désirs, effectivement, il te tend une dague rituelle. Voilà, donc je m'en empare, je m'entaille la main avec une petite grimace sous la douleur, en jetant un regard de biais à Becca, qui, je doute, à mon avis, doit un peu s'inquiéter, pour lui faire signe que tout va bien. Et doucement, avec l'index, je vais commencer à tracer le cercle. Une fois que ce sera fait, je me place au milieu, en position de tailleur, les mains sur les jambes. Je prends une profonde inspiration. Et alors que Becca et Joshua ne peuvent rien voir, le spectateur peut lui voir une deuxième Sarah, en fait, un peu auréolée de bleu, un peu fantomatique, qui quitte le corps et qui va se déplacer dans les airs comme si elle pouvait voler, passer au travers du toit du bâtiment. Et on voit un long filament en fait de couleur dorée qui part de l'intérieur du bâtiment et qui file dans la ville de Providence dans une direction que je suppose être celle où se trouve le monstre. Tu ignores encore le nom de cette créature. Cependant, cette vérité te frappe alors que tu te rapproches de la source de son pouvoir. Pour pouvoir s'inviter comme chez soi en plein 21e siècle et réussir à faire chavirer les cœurs pour enfin les arracher à travers un simple téléphone portable, elle a dû déposer ses yeux auprès d'un genre de catalyseur tellurgique. En l'occurrence, alors que Sarah file à travers la ville à une vitesse vertigineuse et ne distingue que les âmes qui la peuplent comme des ombres fugaces, tu sens comme une respiration, comme un écho, une pulsation à travers l'air. Ce phare qui brille dans la nuit, la manifestation de cette attraction regrettable dont tu es victime. Tu finis par plonger sous terre, traverser l'asphalte, loin des rayons réconfortants du soleil, jusqu'à arriver subitement, brutalement, sur cette étrange chrysalide, cette poche de peau grotesque qui est comme qui dirait soudée à de gros câblages. Et subitement, tu reprends ta respiration comme si tu étais à deux doigts de te noyer et que tu tentais désespérément de rejoindre la surface. Ton corps physique est agité de soubresauts alors que ton corps astral est expulsé comme repoussé par un geyser verticalement. Et tu vois un gigantesque bâtiment colossal que tu n'auras aucun mal à repérer car tu le survoles désormais avec une vision distincte des rues et des monuments avoisinants. Je peux même te dévoiler la nature de ce bâtiment, combien même Sarah ne finirait par le deviner que plus tard. Il s'agit du data center de Lakeside, un lieu incontournable de la toile, et par lequel transitent autant de réseaux sociaux, de déballage de vie privée, avant de se déverser sur cette métropole qui est Providence. Coup de tonnerre, tu as réintégré ton enveloppe physique. Impossible de savoir combien de temps a duré ton absence, en tout cas quand tu ouvres les paupières, Joshua et Becca sont penchés autour de toi, prêts à boire les paroles qui pourraient s'échapper de ta personne. Je rouvre les yeux en étant pliée en deux, parce que la force de confrontation en fait avec l'énergie qui se dégageait là-bas m'a fait revenir en étant un peu mentalement épuisée. J'ai la gorge sèche, je relève les yeux vers eux et je leur dis je sais où il faut aller. Une odeur de plastique brûlé flatte tes narines, alors que ton téléphone vient de décéder, brutalement. Donc je jette un œil vers le téléphone carbonisé. On dirait qu'il est comme passé à travers un micro-ondes. Il se rétracte, il y a même des bulles qui passent à sa surface, une fumée toxique s'en échappe. Bref. Je sais où il faut aller, je vais lui régler son compte. Et là, tu sais, le plan de fin, où tu vois en fait Sarah qui commence à se relever avec une main qui frappe le sol brutalement et l'écran noir. Ouais, dans ce cas, je pense qu'on a un cut et qu'on distingue dans des conduits étroits la créature qui rampe à une vitesse surprenante, qui subitement renifle, lève son visage de gargouille hideux, renifle encore. À ce moment-là, esquisse à nouveau un rectus et laisse échapper un cri de rage. J'ai commencé proie, je me suis fait embusquer, et me voilà à présent chasseur, ma véritable place. Il est temps que j'aille trouver cette créature et que je lui règle son compte. Toutefois, j'ai des questions demeurent. Comment vais-je faire pour protéger mes amis pendant que je vais traquer la créature? Ne risque-t-elle pas de s'en prendre à eux? Comment vais-je faire pour réussir à rentrer dans ce data center étant donné que je
je suis une étudiante qui n'a absolument rien à faire là. Toutes ces problématiques, nous les verrons dans le prochain épisode de Monster of the Week. C'est une très longue histoire. Je suis désolée de t'avoir fait venir jusqu'ici. Fais un jet pour l'allumer. Ah merde, c'est pas le bon jeu. Quoi? Alors que ton téléphone vient de décéder, brutalement. Oh merde, non mais attends, tu me casses tout là. Tout a un prix. T'aurais pu laisser un œil. Eh ben oui, ça aurait été plus embêtant. Mais comment je vais prévenir Tata?